Sud Radio Auto, essais croisés. Votre rendez-vous automobile hebdomadaire avec Mobility TV et nos trois spécialistes. Mélina Priam, bonjour à vous. Bonjour. De l'Autojournal, Cédric Fréhour du journal Les Échos, bonjour à vous. Bonjour. Et puis Stanislas Laroumet de Ma Voiture Idéale. Chaque dimanche, on essaie pour vous qui nous écoutez sur Sud Radio un véhicule sur le marché du neuf. Aujourd'hui, on a voulu faire plaisir à Mélina Priam, parce que c'est vraiment son coup de cœur, c'est presque sa chasse gardée. Un petit objet de luxe, un bon plaisir. On essaye pour vous le BMW Série 2 Coupé. J'ai bien dit coupé. C'est du sport. Coupé. C'est du sport. En 240i, c'est du sport. Alors, c'est vrai que je suis pas très objectif parce que à partir du moment où je retrouve un 6 cylindres BMW, je suis prête à retourner en enfance. À retourner en enfance, à fermer les yeux sur quelques défauts, sur un prix absolument indécent et exorbitant, on n'en parlera pas. Voilà, parce qu'un 6 cylindres essence, c'est une sonorité, c'est de l'agrément, et puis il y a un c'est super... le retour au temps jadis aussi. Non, c'est retour à se faire plaisir avec une voiture, parce que c'est quand même une voiture ultra moderne, qui, utilisée dans des conditions classiques, ne consomme pas tant que ça, il faut pas croire. Voilà, mais c'est et puis dans le design actuel de BMW, dont je suis là pour le coup pas du tout fan, c'est celle qui s'en sort le mieux, voilà, parce que le moins mal. J'ai un petit peu de mal avec les calandres XXL de BMW. C'est vrai que BMW en général vient avec de gros radiateurs à l'avant. On en avait parlé sur le X. Oui, c'était vrai. Mais alors, faut pas le répéter. Le fameux haricot qui aujourd'hui pour moi ressemble plus à grand chose, quoi. C'est complètement le fameux haricot. Traduisez-le pour ceux qui nous écoutent. La calandre BMW, c'est une forme de absolument, de flageolet, on va le dire, voilà. Exactement. Un flageolet grillagé, c'est souvent à ça que ça ressemble, notamment sur le BMW iX. Bon, là, on est sur un objet magnifique, clairement, BMW Série 2 coupé, c'est du sport. Bon, ça vous aussi, vous retournez en enfance? Non, mais bien sûr, c'est la voiture de Tex Avery. Elle a un énorme capot, il est bombé, on est assis sur les roues arrière. Enfin, j'exagère un peu, mais en gros, c'est ça. On a envie d'être Alain Delon et d'avoir une clope au bec et de rouler à 180 sur l'autoroute. Vous plaisez aux femmes? Je ne sais pas, oui, effectivement, il faudrait refaire la réplique. C'est un plongeon dans les années 80. Je sais pas si, tout le monde s'en souvient là autour de cette table, mais de la 323i, qui était un des marqueurs, une BMW série 3, avec justement le fameux 6 cylindres. Au démarrage, boum, on tendait l'oreille. Alors tiens, expliquez à tous les néophytes qui nous écoutent, parce que tout le monde n'a pas pu tester, évidemment dans sa vie, c'est mon cas d'ailleurs, un 6 cylindres, ça change quoi? Pourquoi vous avez des étoiles plein les yeux quand vous prononcez le terme 6 cylindres? Alors, vraiment sous le contrôle de mes deux confrères, il y a une rondeur et une onctuosité qui émanent de ces moteurs, qu'on ressent physiquement. C'est-à-dire, il y a une sonorité. Il y a quand on appuie sur la pédale d'accélérateur, une puissance quand même. On sent qu'il y a il se passe quelque chose. Et souvent on le galvaude quand on est journaliste automobile, on dit c'est sensationnel et tout ça. Non, c'est vraiment sensation un peu pilote de chasse. En fait c'est de la rondeur, de l'onctuosité et ça accélère. Et c'est très linéaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rupture. Ça monte dans les tours. Alors ça monte en plus assez vite. Et les passages de vitesse se font super bien. 0 à 100 à combien est-ce qu'on a On doit être Mélina, ça doit être autour de moins de 5 secondes, on doit être à 4-6, je crois. On doit être un petit peu au-dessus de 5 officiellement. Quand on vient de passer par le télépéage, effectivement, on peut se faire plaisir. Oui, c'est bien, jusqu'à 130. Après, il faut faire très attention. Stanislas Laroumet, en toute modération. On parlait d'héritière, mais moi je pense que l'héritière de cette... c'est un peu l'héritière de la 2002 Turbo, qui était la première compacte vraiment sportive, 170 chevaux. Oui, moi je trouve ça génial que BMW perpétue le côté 6 cylindres. Alors c'est un 6 cylindres turbo désormais, parce qu'on l'attendait pas vraiment cette voiture. On se dit tiens, BMW ils font de plus en plus d'électriques, et en fait ils ratissent tellement large BMW. Ils veulent séduire tout le monde et tous les continents. C'est-à-dire que nous en Europe on est très focalisé sur l'électrique, l'hybride rechargeable, voire l'hybride simple. Alors que là c'est pour quel marché? La voiture est fabriquée au Mexique déjà, donc ils se disent que il y a un gros marché en Amérique du Nord. Alors je parle pas que des États-Unis, l'Amérique du Nord c'est aussi le Canada et le Mexique. Absolument. Il y a un marché aussi, alors tout petit, parce qu'au Japon je crois qu'il y a que 5% des véhicules vendus qui sont importés, le reste c'est que des voitures japonaises. Et puis en Chine, etc., les Émirats, donc c'est des petits marchés. Et en Europe il reste quand même la Grande-Bretagne et la Suisse un petit peu, et l'Allemagne. Pourquoi la Grande-Bretagne, la Suisse et l'Allemagne? Alors la Grande-Bretagne parce que c'est BMW. Non, l'Allemagne parce que ça a toujours été des fans de voitures, comme les Italiens et comme les Anglais. Les Anglais adorent la bagnole. Vous êtes en train de dire que la France ne l'aime pas, la voiture?
Bah, vous avez remarqué, non? Enfin, je sais pas, il y a quelques petites taxes qui c'est qui peut-être sont parce qu'on pendues est de entre temps en amoureux temps. qu'on s'en rend pas compte. Le carburant n'est pas cher, l'assurance non plus. Enfin bon, bref, c'est formidable. C'est une voiture, évidemment, ils savent très bien qu'on va pas en voir trop chez nous. Mais ceci dit, Mélina disait que c'était cher. Oui, c'est cher. Ça vaut 60 700 € hors malus. Le malus. Hors option. Hors option, hors malus. Le malus s'échelonne de 9 560, attention, à 18 188 €. Merci le gouvernement. Et c'est cher, oui, mais imaginons, en gros, à 80 000 €, on a quand même une super sportive. Et c'est surtout, ça va être à peu près entre 30 et 40 000 € de moins qu'une M3, qui est la gamme au-dessus, qui fait 510 chevaux. Qui pour le coup a une calandre un peu spéciale. On parlait des calandres. Alors chez BMW, il y a soit les calandres très larges, soit les toutes petites calandres sur la M3, M4. Et donc si on n'aime pas cette calandre et si on veut pas mettre 150 000 € dans une M3 mise à la route avec les taxes et tout, et la carte grise, c'est une super alternative, je trouve. Comme le disait Mélina, le 6 cylindres, etc. Bref, et plus c'est discrète génial. qu'une M3 en plus. Plus discrète. Pourquoi Non, plus et puis, discrète La M3, elle est pimpante de partout. C'est un feu d'artifice. Elle est posée sur. Enfin voilà. Puis elle a des. Il y a presque trop de chevaux, ça sert pas à grand chose. C'est quasiment une supercar en fait. Une supercar, c'est des Lamborghini, des Ferrari, tout ça. Tandis que celle-ci, elle reste fidèle à l'esprit BMW de toujours, comme l'a décrit Mélina, et ça fait plaisir. Et je pense qu'un fan absolu qui a un peu de moyens va se dire, allez, à une époque où évidemment tout s'électrifie, est-ce que je m'offre pas le dernier tour de beau manège, je me la prends comme collector et je la garde jusqu'à la fin de mes jours. C'est ça, CSP mais pas nécessairement milliardaire, quoi. Non, et puis il faut quand même dire qu'il y a pas que la 240i dans la gamme. Il y a aussi une 220i pour rester sur de l'essence, qui certes n'a pas le 6 cylindres. On revient sur un plus petit moteur, 184 chevaux, mais il reste un châssis qui fonctionne, qui est super efficace. Les roues arrière motrices. Avec les roues arrière. Parce que toi, t'as le meilleur coup de volant autour de la table. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Non, mais voilà, il reste un châssis, une vraie BM aussi dans ce sens où c'est une propulsion. Donc voilà, ça compte beaucoup. Et moi, je suis fan absolu des positions de conduite BMW. C'est des voitures dans lesquelles tout est bien, on est au ras du sol, sauf pour les SUV évidemment, mais ça c'est une autre histoire. Oui, mais on est bien assis quand même dans un X3, X5. Oui, voilà, on est bien assis et c'est une auto qui est plus abordable, qui est avec un peu d'options autour de 50 000 €. Voilà, et on a quand même une jolie voiture, une voiture où on se fait plaisir. Il y a même un diesel. Oui, les Bavarois savent encore faire de magnifiques voitures. Et ils seront toujours. C'est peut-être même les meilleurs. Un diesel, vous m'avez dit. Il y a même un diesel. Ils proposent un diesel 190 chevaux. Alors, je sais pas où ils le vendront, mais il existe en tout cas. Il existe. En tout cas, feu vert. On peut le dire, de nos trois spécialistes, pour cette BMW série 2 coupée. Merci à tous les trois d'être intervenus sur Sud Radio Auto et c'est croisé. On vous retrouve dimanche prochain, Mélina Priam. On peut vous lire en attendant dans l'Auto-Journal, Cédric Fréour dans le journal Les Échos. Et merci à vous également, Stanislas Laroumet de Ma Voiture Idéale. À dimanche. Sud Radio Auto, essai croisé. Votre rendez-vous automobile hebdomadaire sur Sud Radio. Nous parlons d'une marque mythique qui opère une transformation absolument radicale cette semaine. Bonjour Guillaume de Boudemange. Bonjour. Vous êtes directeur de Jeep France. Depuis cette semaine, plus possible de commander la moindre Jeep en France qui roule exclusivement à l'essence ou au diesel. C'est fini le thermique pour vous? Alors exactement, on a pris un choix qui est assez ambitieux, qui est complètement drastique. Parce que vous l'avez bien dit, Jeep, c'est une marque mythique qui a 80 ans d'histoire et qui est synonyme de liberté, d'aventure, d'authenticité, de passion. Et on a pris une décision très cruciale, c'est d'arrêter la commercialisation de tous nos véhicules essence et diesel pour se concentrer uniquement sur les véhicules électrifiés. On veut faire vraiment une nouvelle image pour la marque Jeep, conserver notre ADN, mais le rendre plus vert en se concentrant uniquement sur nos véhicules électrifiés. Alors, on avait de vieilles images d'Épinal, évidemment. Qui dit marque mythique dit aussi vieilles images. Un véhicule qui est important, qui passe partout, ça c'est la marque de fabrique de Jeep, ça avait besoin de carburant. Est-ce que vous arrivez à faire fonctionner des Jeeps comme les autres, mais à l'électrique ? Alors, nos ingénieurs ont fait un travail extraordinaire. Et vous allez voir que toutes les qualités de franchissement des Jeeps ont été préservées. Encore une fois, c'est notre ADN. Il faut compter dessus. Il faut capitaliser dessus. Et par contre, oui, on arrive à s'affranchir. Donc, des vieilles motorisations essence qui consomment 15 litres au 100, vu le prix du carburant, vu les taxes qui arrivent sur l'essence, c'était même une obligation pour nous. Donc, on vise une Jeep 100% électrique très bientôt.
Alors actuellement, on a des voitures hybrides, des véhicules qu'on appelle plug-in hybrides qui sont rechargeables, et vous faites une transition extraordinaire sur le futur de la marque, puisque au Mondial de Paris, qui a donc lieu au mois d'octobre prochain, Jeep sera présent et va présenter la première Jeep 100% électrique. Son nom de code, qui n'est pas le nom définitif, c'est Junior Jeep, parce qu'on arrivera sur des nouveaux segments de marché en même temps que ce nouveau mode de motorisation 100% électrique pour la marque Jeep. Et donc ce sera une innovation absolument majeure pour Jeep. Évidemment, tous les constructeurs qu'on a reçus dans Sud Radio Auto font face à un dilemme. Passer à l'électrique, oui, mais quid de l'autonomie? C'est le plus difficile, surtout quand on demande de gros efforts aux véhicules qu'on conduit. Et Jeep, justement, c'est pour lui demander une Jeep, c'est pour lui demander de gros efforts. Est-ce que vous arrivez à relever le défi de l'autonomie? Alors, vous savez, Jeep fait partie maintenant d'un groupe Stellantis qui a un portefeuille de marques extraordinaire. Peugeot, Citroën, Opel, Ram, Chrysler, Fiat, DS et j'en passe. Donc, je vous rassure, toute la technologie, toute l'autonomie sont présents, sont largement suffisants et Stellantis ne lancera jamais un véhicule qui correspondra pas aux attentes des clients de chacune de ces marques. Donc, ce sera mis en commun. Parlons de Jeep maintenant. On a posé la même question à vos rivaux britanniques historiques Range Rover. Quand on est une marque de véhicules mythiques qui passe partout, qu'on a inventé presque les 4x4. Jeep est né dans les années 40 en répondant à un appel d'offres de l'armée américaine. Comment on fait pour continuer à exister dans un univers où toutes les voitures sont des SUV ou presque et donc ressemblent aux vôtres? Alors, on dit souvent que chaque pionnier permet justement d'établir une position et de l'exploiter et de mieux résister aux autres. Et effectivement, vous avez 100 fois raison de le dire, Jeep, Jeep, ça veut dire General Purpose. En anglais, donc GP, General Purpose, qui veut dire véhicule à tout faire. Et Jeep était la première marque qui a inventé effectivement ces 4x4, ces SUV, qui les a commercialisés via l'armée américaine, comme vous le savez, et on a tous la petite image d'Épinal avec les plages du débarquement en juin 44. Mais c'est également Jeep qui a commercialisé le premier SUV à destination donc des particuliers, des civils, et depuis, on a créé cette image, on a associé à Jeep l'image du 4x4. On dit souvent d'ailleurs, je prends la Jeep, même quand le véhicule n'est pas un Jeep, et tout simplement parce que c'est un 4x4. Donc d'un nom propre, on est pratiquement devenu un nom commun. Et ça, c'est extraordinaire. Et ça, les autres, effectivement, n'arrivent pas à l'avoir. Et donc, on capitalise sur cette force, sur cette image qui est extraordinaire. Simplement, on la verdit. Tout simplement parce que c'est le futur et qu'on essaye également d'anticiper le futur tout en capitalisant sur son passé. Allez, revenons quand même sur la marque de fabrique de Jeep, la capacité de franchissement. En gros, il y a un torrent en bas de chez moi, je peux quand même le traverser en Jeep. A priori, j'ai plus de chances de le traverser en Jeep que dans n'importe quel autre véhicule. Comment ça fonctionne et surtout à quoi ça sert dans la vie de tous les jours? Après tout, on n'habite pas forcément au milieu du désert et en montagne. Non, mais chacun a besoin de sécurité, chacun a besoin de l'efficacité d'une motorisation 4 roues motrices. Et ça, c'est effectivement l'ADN de Jeep, d'avoir ces capacités de franchissement qui maintenant se transpose sur une sécurité active dans tous les cas de figure. Il y a effectivement pas des torrents au milieu de chaque autoroute, mais il arrive à avoir des orages, et on le sait particulièrement en ce moment. Et vous êtes bien content dans ces moments-là d'avoir un 4x4 à l'approche d'un rond-point, à l'approche d'un virage, ou même sur autoroute. Et là, c'est là où toute la notion de sécurité active que Jeep déploie fait foi et trouve tout son sens. Tiens, d'ailleurs, donnons la définition de la sécurité active pour tous ceux qui nous écoutent. C'est quoi? Ça fonctionne comment? Alors, la sécurité active s'oppose à la sécurité passive. La sécurité active permet d'éviter un accident. Donc, c'est tous les systèmes électroniques de contrôle de trajectoire, de capacité à freiner. Typiquement, l'ABS est un élément de sécurité active. Les 4 roues motrices sont un élément également de sécurité active. Par contre, tout ce qui est airbag, ceinture, préventionneur sont des éléments de sécurité passifs. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez eu l'accident, hélas, on cherche à protéger les occupants du véhicule. C'est ça. Alors j'arrive sur un rond-point, j'arrive un peu trop vite, ou alors quelqu'un d'autre arrive trop vite sur le rond-point où je suis plus en sécurité dans une Jeep que dans beaucoup d'autres voitures. Parce que j'ai mes 4 roues motrices pour pouvoir favoriser une manœuvre d'évitement de cette personne qui est arrivée un peu trop rapidement. Et donc je suis plus agile. Parlons maintenant quand même des capacités de franchissement. Concrètement, je peux passer par où? Enfin, oui, qu'est-ce que je peux faire avec une Jeep? Jeep reste toujours synonyme d'aventure. On a d'ailleurs une session qui s'appelle la Jeep Academy, qui permet justement aux possesseurs de Jeep, mais également à tous les prospects,
via le distributeur de Jeep, de apprendre à conduire ce que j'appelle en off-road, c'est-à-dire en dehors des sentiers battus. Faire du hors-piste, mais pour la voiture, quoi. Exactement. Donc des cours théoriques, des cours pratiques sur des véhicules que nous mettons à disposition, donc des prospects et puis des clients, pour pouvoir justement tester ces fameuses capacités de franchissement dont vous parlez. Voilà, qui restent intactes. Mais le but du jeu, c'est que ce ne soit pas le secret le mieux gardé du monde, et qu'on arrive à le démontrer, à le propager et à le partager avec tous nos clients et tous nos prospects. Vous êtes sur Sud Radio, et justement, vous êtes sur Sud Radio. Est-ce que ce serait concevable de grimper en Jeep la dune du Pilat, par exemple? Je prends l'exemple le plus parlant. Alors, c'est interdit. C'est interdit, c'est pourquoi je vous demande la capacité technique. Personne n'osera le faire. Non, on est d'accord. Par contre, dans d'autres pays où ce n'est pas interdit, je pense par exemple au Moyen-Orient, oui, effectivement, quand vous allez dans le désert, vous avez des jeeps qui gravissent des dunes du désert. Voilà. Donc, si c'était possible, on pourrait monter et on pourrait effectivement gravir la dune du Pilat, mais évidemment, on préserve l'environnement et on respecte la législation française. Et on fait attention aux gens qui sont en train de la gravir, évidemment, à pied. Merci beaucoup, Guillaume de Boudemange. Directeur de Jeep France, Jeep qui passe à l'électrique, qui l'eût cru quand même il y a quelques années, c'est un tournant majeur. Tiens, d'ailleurs, on ne cesse de vous le répéter dans Sud Radio Auto et ses croisés, le marché auto est en train de bouger. Merci à vous d'avoir pris la parole sur Sud Radio. Merci, au revoir.